Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. L'info, c'est donc sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue donc à ce magazine, à votre rétrospective de l'actualité qui, ce matin, fait un focus sur l'urgence climatique. Nous avons une équipe de jeunes qui est venue nous parler de ce mouvement qui a commencé, qui a été hier, une grande grève sur le plan international pour alarmer sur les risques sur le climat. Pourquoi aujourd'hui, même des jeunes se saisissent de la question? Pour en parler ce matin, deux jeunes sont venus se prêter donc au jeu. Face à moi, Paul-Émile Mounier, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous êtes étudiant donc à la Sup Éco Leader. Qu'est-ce que c'est concrètement comme école? Sup Éco Leader est une école située dans le 9e arrondissement de Lyon, une école entièrement dédiée à la transition écologique, citoyenne et solidaire, où on essaye de comprendre et voir les différents enjeux. C'est vrai que quand on entend cela, on a l'impression que c'est évident. Tout le monde ne comprend toujours pas. Hier encore, nous avons fait un vox pop, mais qui ne s'est pas diffusé ce matin. On en reparlera dans une prochaine magazine. Quand on parle de transition écologique et autres, beaucoup sont largués, ne comprennent pas concrètement ce que c'est. On reviendra donc sur votre école, Paul-Émile, dans quelques instants. Le temps aussi de présenter celle qui est à votre gauche. Elle est plus jeune encore. Elle est lycéenne. Mathilde, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Dans le micro, Mathilde, votre micro est un tout petit peu baissé pour se lever un tout petit peu. Là, voilà. Ça va très bien? Ça va super bien. Elle a l'air très sérieuse, pas du tout intimidée? Non, ça va. Vous pouvez pas de baptême de feu? C'est la première fois. La première fois, très bien. Donc, Paul-Émile Mounier et Mathilde, qui sont deux jeunes étudiants, donc, font partie du mouvement Youth for Climate. Donc, c'est une organisation encore de jeunes, un collectif de citoyens international qui, hier, effectivement, a lancé ce mouvement. Et également, aujourd'hui, il y a un autre mouvement à Paris. C'est bien cela, Paul-Émile? En effet, aujourd'hui, le collectif, tous les collectifs qui organisent les marches pour le climat depuis plusieurs mois, depuis septembre, suite à la démission de Nicolas Hulot notamment, organisent des marches tous les mois. Et il y en a une demain qui est organisée. À Paris, elle est intitulée la marche du siècle, en référence à l'affaire du siècle, qui est la pétition de 2 millions de signataires qui a été réalisée par différentes associations et ONG. Donc je crois qu'il y a Oxfam dedans, et qui du coup voulait déposer un recours en justice contre l'État pour inaction face aux inaction climatique, en fait, parce que ces associations ONG jugent que le gouvernement n'agit pas assez vite au vu des enjeux climatiques. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, fois de plus, bonjour et donc bienvenue à votre magazine pour ceux qui se joignent à nous. C'est 7 jours, donc votre rétrospective sur l'actualité. Nous sommes encore ensemble pour une 50aine de minutes. À l'entame, j'ai présenté donc l'équipe qui est en studio avec nous, une équipe toute jeune qui est venue nous parler donc de l'urgence climatique. Une fois de plus, bonjour à Paul-Émile Mounier. Bonjour. Et bonjour également à Mathilde. Bonjour. Jeune lycéenne. Tous les deux sont engagés donc en fait pour sensibiliser et surtout pour dénoncer sur ce qu'ils considèrent comme étant l'inaction du gouvernement. C'est bien cela. En effet. C'est vrai que c'est ce qu'on entend tous les jours sur les plateaux de télévision et à la radio aujourd'hui. Et de voir la jeunesse se saisir du sujet, cela semble beaucoup plus préoccupant. Et également donc un autre jeune qui la semaine prochaine qui nous parlera en fait de son parcours dans le cadre donc en fait des Cités d'Or. Il s'appelle Ali Ramdani, donc il est un jeune présenté par les Cités d'Or. Est-ce que vous connaissez cette structure-là, les Cités d'Or? Non, pas du tout. Moi non plus. Donc en ligne avec nous pour nous parler des Cités d'Or, il s'appelle Karim Mamouvinta. Bonjour Karim. Bonjour Juvénal. Merci d'être des nôtres ce matin pour comprendre. Déjà, quand on parle de Cités d'Or, nos jeunes semblent largués. Qu'est-ce que c'est les Cités d'Or, Karim? Les Cités d'Or, c'est une association qui propose des parcours d'une durée de 6 mois, qui s'appelle des écoles buissonnières à des jeunes adultes qui ont entre 16 et 25 ans. Ma foi, pour qu'ils puissent
mener des projets qui vont être l'occasion d'explorer ou de renforcer quelques fondamentaux humains et civiques, donc des compétences dont on a tous besoin pour devenir pleinement acteurs de nos vies et pleinement acteurs de la société. Et donc, ce matin, vous êtes venu nous parler donc, en fait, de ce jeune qui s'appelle Ali Ramdani, qui est double champion du monde de breakdance. Il fera donc une audition publique jeudi 21 mars prochain. Précisément, ce sera à la salle du conseil de mairie de Vaux-en-Velin. Qui est-il en 2 phrases? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une audition publique, Karim? Une audition publique, c'est un groupe de jeunes, en fait, qui se plongent dans un parcours de vie, justement pour se demander comment une personne est devenue actrice de sa vie et de la société, comment elle s'est construite, comment elle s'est tracé un chemin, comment elle s'est y tenir, comment elle a rebondi face aux difficultés de la vie. Voilà, c'est ça une audition publique. Donc jeudi prochain, on va avoir cette audition publique préparée par 6 jeunes qui se sont demandé qui était Ali Ramdani et surtout comment il avait réussi à devenir acteur de sa vie, de la société. Et justement, ces 6 jeunes qui feront qui vont auditionner, pour emprunter à votre vocabulaire, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Alors ces jeunes, ils viennent essentiellement de Vaux-en-Velin. Et ce sont en fait des jeunes adultes qui se sont engagés pendant 6 mois à Vaux-en-Velin dans le cadre d'un projet un petit peu particulier, puisqu'il s'agit d'une réhabilitation de grande ampleur sur le quartier du Mas du Taureau, donc les résidences Noirettes 1 et 2 et Grand Bois. Cette réhabilitation, elle a été commandée par Est Métropole Habitat. Elle est menée par Citinea, et dans le cadre donc du diagnostic social et technique qui précède les travaux, ces jeunes justement ont été impliqués pour aller vers les habitants, vers les résidents, et donc avoir des informations sur ces habitants, sur la façon dont ils vivent dans leur logement, sur leurs besoins, de façon à ce que la réhabilitation qui suivra soit encore plus efficace. Donc vraiment un projet au service des habitants, mené donc par des personnes, par des jeunes adultes qui avaient envie de s'impliquer. Et donc c'est dans ce cadre que s'inscrit l'audition publique. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, à ce moment, nous recevons donc Karim Mahmoud Vintam, qui est le responsable des Cités d'Or. Il est venu nous parler, en fait, de cette audition publique qui aura lieu jeudi 21 mars prochain. Donc, à la salle du conseil de la mairie de Vaux-en-Velin, nous parlera donc de Maître Lilou, comme on l'appelle. Rappelons donc, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, Maître Lilou, il est double champion du monde du breakdance et il sera donc auditionné par 6 jeunes. Vous parliez en entame, en fait, de l'école buissonnière. Qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, l'école buissonnière, c'est un parcours qui dure 6 mois, qui réunit un certain nombre de jeunes, entre 10 et 14 jeunes, qui vont mener à bien 3 missions collectives. Donc une audition publique qui en fait une enquête autour du parcours de vie d'une personne pour se demander comment elle est devenue actrice de sa vie de la société. Ils vont aussi devoir produire un contenu d'information multimédia sur un sujet de leur choix, en lien avec les préoccupations des habitants. Et puis ils vont aussi devoir mener une enquête participative sur un territoire auprès des habitants de ce territoire pour essayer de trouver, d'identifier avec ces habitants les pépites, les richesses qui font la beauté de leur territoire. Voilà. Karim a parlé de jeunes qui vont mener une enquête, mais ces jeunes journalistes, quels sont les profils de ces jeunes, d'où viennent-ils et avec quels outils ils vont faire en fait ce travail-là? Alors, ce qui est justement, assez beau, assez chouette dans ce projet, c'est que ce sont des jeunes qui ont vraiment des profils très différents. Certains sont en études, mais font une petite pause. D'autres ont quitté l'école parfois très tôt. Certains sont en pause professionnelle, d'autres n'ont jamais accédé à la vie économique. Donc, vous voyez, on a vraiment des jeunes dont certains ont des diplômes, dont d'autres n'en ont pas,
et qui ont la particularité souvent de venir de territoires ou de quartiers populaires. Voilà pour leur profil, si vous voulez. Donc vraiment pas de profil type, mais juste des jeunes qui doivent avoir entre 16 et 25 ans et qui vont vraiment être recrutés sur la base de leur envie, de leur motivation à mieux se connaître, à se découvrir ce qu'ils attendent de la vie et s'outiller. Donc s'outiller sur 5 fondamentaux. Vraiment la capacité à s'exprimer, à s'informer, à tisser du lien, à toujours mieux se connaître pour toujours mieux s'accepter parce que c'est préalable à toute transformation, et puis aussi la capacité à comprendre le fonctionnement de son environnement. Donc vraiment 5 piliers qui sont à la fois humains et civiques. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. J'ai entendu que c'est des jeunes qui sont motivés, qui viennent de profils, de parcours différents. Mais la question aussi est celle de savoir, pour que ces jeunes puissent aller faire cette audition publique, puissent aller chercher cette information, il faut quand même un minimum d'outils, il faut un minimum de formation. Comment font-ils pour pouvoir se mettre à faire ce travail-là? Ben, si vous voulez, on va appliquer vraiment ce qu'on appelle une pédagogie active. Donc les jeunes vont mener collectivement des projets qui vont présenter évidemment leurs difficultés, leurs questions, leurs problèmes, et ce sont ces projets et les enjeux, les défis que ces projets vont lever, qui vont être l'occasion, si vous voulez, d'outiller ces jeunes. Donc vraiment essayer d'apporter des propositions de contenu pédagogique à des questions que ces jeunes se posent. Et ces questions, ils vont se les poser vraiment dans le cadre de leur projet. Et donc, ils sont accompagnés à la fois collectivement, donc sur des questions pédagogiques et méthodologiques, pour vraiment acquérir des outils, et ils sont accompagnés aussi individuellement par ce qu'on appelle dans notre jargon Cité d'Or des compagnons de sens, des personnes qui seront là, non pas pour leur donner des conseils, leur dire quoi faire ou quoi penser, mais les aider vraiment à reformuler les questions qui peuvent se poser pour que les réponses que les jeunes apporteront eux-mêmes à ces questions soient plus pertinentes. Et donc ces répondants vont être là vraiment pour essayer de discuter autour du sens que les jeunes veulent donner non seulement à leur vie, mais aussi à la société dans laquelle ils vivent. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous recevons donc Karim Mahmoud Vintam, qui est le responsable des Cités d'Or, cette structure donc qui accueille jeudi prochain Ali Ramdani. Je vais bien prononcer le nom, je n'ai pas écorché. Il s'appelle donc Ali Ramdani, lui qui est double champion du monde donc de breakdance. Bien, pourquoi venir donc à cette audition publique, Karim, et non aller à notre rendez-vous? Qu'y a-t-il de si intéressant pour écouter la vie de Karim, Alors, Ali, autant pour moi? À mon avis, il y a 2 choses, Juvenal. La première chose, c'est que Lilou Ramdani est déjà en soi quelqu'un d'assez phénoménal. C'est donc un jeune homme qui est originaire de Vaux-en-Velin, qui a une trentaine d'années aujourd'hui, et qui a réussi, mais vraiment au fil de sa vie, à parvenir à une maîtrise de son corps, une maîtrise de son esprit, qui sont absolument exceptionnelles. Il y a des vidéos qui vont être projetées pendant l'audition publique et qui montreront évidemment aux personnes qui ne connaissent pas Lilou Ramdani de quoi quelqu'un peut être capable avec son corps. Lilou Ramdani, il a fait vraiment du hip-hop et du breakdance, qui rentre donc dans les épreuves officielles des Jeux Olympiques là prochainement. Il a fait du breakdance une espèce d'art. Il a été 2 fois champion du monde de breakdance. Il a aussi été, et ça parlera peut-être à nos auditeurs, il a été l'un des membres fondateurs de la compagnie des Pokémon Crew, une compagnie de hip-hop qui est connue à travers le monde entier. Et puis pour la petite histoire, Lilou Ramdani, donc le petit gars de Vaud, a aussi été pendant longtemps l'un des danseurs phares de Madonna, par exemple. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il faut venir. La deuxième raison, c'est que à travers le travail que les jeunes ont fait sur ce parcours de vie, si vous voulez, il va y avoir
un échange avec Lilou Ramdani qui, à mon avis, peut nourrir n'importe qui. Puisque Lilou va vraiment nous dire, si vous voulez, comment il s'est construit, comment il a réussi à se construire une entité solide, sereine, comment il a pu parvenir à tracer son chemin, comment, au-delà de tous les sacrifices, il a réussi à tenir. Donc, si vous voulez, Lilou Ramdani, c'est une vraie leçon pour n'importe qui. Souvent, on se dit que quand on vient d'un quartier populaire ou quand on est dans un quartier populaire, on part avec moins de chance que les autres. Et malheureusement, souvent, c'est vrai. Mais la leçon de Lilou Ramdani, si vous voulez, c'est que quand on tient son rêve, quand on ne lâche pas, on peut vraiment parvenir à, pour ainsi dire, tout et aller très très loin. Donc vraiment, ça va être un moment qui va être fort, qui va être instructif sur un plan humain, qui va être émouvant, qui va être étonnant. Et pour toutes ces raisons, il faut vraiment venir voir cette audition de Lilou Ramdani, qui est gratuite, jeudi prochain, donc à la salle du Concert de l'hôtel de ville de Vaux-en-Velin. Merci beaucoup à Karim Mamou Vintin pour toutes ces informations. On espère donc que vous aurez beaucoup de monde pour écouter ce jeune qui aujourd'hui semble faire donc autorité dans son domaine. Merci encore. Eh bien, en tout cas, tout le monde sera bienvenu. Merci beaucoup, Juvénal. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Retour dans ce studio où nous recevons aussi une équipe de jeunes, eux. Rappelons donc en fait, ces jeunes qui sont là aujourd'hui sont là pour tirer la sonnette d'alarme, comme tant d'autres, sur l'inquiétude aujourd'hui qui monte par rapport au climat. Et que hier également à Lyon, les lycéens ont séché les cours, disons-le comme ça, c'est peut-être un peu méchant de dire ils ont séché les cours pour sauver le climat. Donc il y a 12 000 collégiens et lycéens qui ont manifesté à travers Lyon hier après-midi pour interpeller les politiques sur la question climatique. Dans ce studio avec nous, elle s'appelle Mathilde, elle est aussi lycéenne. Une fois de plus, bonjour Mathilde. Bonjour. Et également, il est face à moi, lui n'est pas lycéen, aujourd'hui il est étudiant à la Sup Eco Leader. Eco Leader, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Ok, Eco Leader. Comment comprendre le Sup Eco Leader en fait? Sup Eco Leader est né suite à un constat de la part du directeur que tous les domaines de la transition, ce qu'on appelle parfois l'économie circulaire, ou les notions de développement durable sont souvent présents dans les cursus scolaires à partir de la 3 ou de la 4e année. Par exemple, il faut faire une licence d'économie avant de pouvoir aborder l'économie circulaire. Et Sup Eco Leader a voulu proposer un cursus qui, dès la sortie post-bac, permet d'aborder ces questions-là. Et ça se veut être une école qui se veut pluridisciplinaire et transversale, où on entremêle un petit peu tous les différents sujets, l'économie, l'écologie, ces choses-là, afin de maîtriser ces sujets pour essayer par la suite de faire avancer les choses. Pour comprendre un jeune comme vous, qu'est-ce qui vous a poussé et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui dans cette démarche-là, quand on parle de l'écologie et tout ce qui va avec? À titre personnel, pour ma part, je m'inquiète un petit peu pour le futur. Quand aujourd'hui on a accès à l'information grâce à Internet, notamment accès à des informations, à des rapports scientifiques, notamment le rapport du GIEC, qui est le groupe international des experts pour le climat, qui nous indique que du coup nous dirigeons globalement vers une trajectoire de plus 2 degrés pour le climat à l'horizon 2050. Et il nous explique les changements que ça créerait, enfin que ça occasionnerait. Et toutes ces choses-là, c'est des perturbations des écosystèmes et donc des problèmes potentiels d'accès à la nourriture, d'accès à l'eau avec les différentes pollutions. Et toutes ces choses-là, c'est inquiétant. Et moi, pour ma part, ce que je veux et ce qui était demandé hier par les étudiants lors de la marche, ce qu'on veut, c'est un avenir juste, mais aussi juste un avenir en fait. Et donc aujourd'hui, au vu de cela, pour comprendre hier,
hier c'était une journée de grève. Il n'y a pas que des lycéens. J'ai eu à être dans votre école, dans le 9e arrondissement de Lyon, à la Sup Écolidaire. Pratiquement c'était une mobilisation dans toute votre école en fait. Oui, hier matin en fait, nous avons choisi, avec le soutien de la direction, d'ouvrir les portes de l'école. En fait, on a la chance que c'est des sujets qu'on aborde un petit peu tous les jours, nous, les sujets du climat. Et l'idée, c'était vraiment carrément d'ouvrir les portes. Donc, ça a été des initiatives uniquement portées par les étudiantes et étudiants. Donc, on avait différents ateliers, on avait des conférences organisées sur les thématiques du climat, du dérèglement et du réchauffement climatique, ainsi que des ateliers en tout genre, donc que ce soit des ateliers de fabrication de bombes à graines, des ateliers autour du biomimétisme, des ateliers inspirants et différentes autres choses, tout porté par les étudiants. Et tout ça, l'idée, c'était de dire que c'est possible en fait, que même les étudiants aujourd'hui ils sont emparent de ces sujets-là et eux ils sont prêts au changement et prêts aussi à transmettre toutes ces choses-là. Je me tourne vers Mathilde qui, elle, est plus jeune que vous et également est motivée. La question que je vous pose à vous, jeune Mathilde lycéenne, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans le mouvement Youth for Climate? Ce qui m'a poussée, c'est que déjà depuis longtemps, je voulais m'engager pour le climat. Parce que l'urgence climatique, en fait, c'est plus un débat. Maintenant, on sait très bien que c'est des faits. Et pourtant, par ailleurs, il y a une inaction des gouvernements. Et donc, face à ça, on se dit, nous, en tant que jeunes, qu'il faut s'engager pour ça. Voilà. Ensuite, si je me suis engagée pour cette manifestation aussi, c'est parce que j'ai 16 ans, donc je suis pas majeure, et comme beaucoup d'autres lycéens, on n'est pas majeur. Et donc, on n'a pas le droit de vote, en fait. Donc, on ne peut pas s'exprimer sur ces sujets-là, on ne peut pas voter. Et donc, descendre dans la rue et manifester, c'est un peu une manière pour nous, finalement, de voter, d'agir de manière citoyenne, de voter d'une autre manière que par les urnes, en fait. Voilà. C'est justement cela, le fait de voir des jeunes, des mineurs comme vous, aller dans la rue. Ça ne fait pas peur? Non, absolument pas. Pas du tout. Non. Alors, pour aller au plus près, en fait, de la réalité, quand on parle de réchauffement climatique et autres, dans votre esprit, qu'est-ce que cela évoque en vous et qu'est-ce qui fait naître la peur en vous personnellement? C'est évidemment, on pense au futur. On sait qu'on devra vivre dans ce monde et on sait qu'on ne pourra pas y échapper, qu'on ne pourra pas passer entre les gouttes. Que ce soit nous, que ce soit nos enfants, mais que ce soit aussi les adultes d'aujourd'hui. Donc si nous, on a pris conscience plus rapidement, c'est parce qu'on sait qu'on vivra dans ce monde, mais il faut aussi rappeler à tous les adultes qu'eux aussi y vivront en fait. Que l'urgence climatique, elle est maintenant et elle n'est pas dans 20 ans. J'entends ce que vous dites, je ne mets pas en doute. On voudrait comprendre. On parle d'urgence climatique, on voit les glaciers qui fondent. Le fait que des jeunes comme vous soient sensibles à cette cause-là et qu'ils acceptent même de sécher les cours, qu'y a-t-il de si inquiétant pour vous? Ce qui est si inquiétant, c'est qu'en fait, on voit tous les efforts qu'on a à faire pour contrer cette urgence climatique et on voit qu'à partir d'aujourd'hui, rien n'est fait. Et donc, quand on voit la masse d'efforts qu'il faudra fournir et que personne ne s'en préoccupe maintenant, on sait que c'est pas dans 20 ans qu'il faudra réagir, en fait, c'est maintenant. Et donc, vous, dans votre démarche, est-ce que vous vous sentez écouté? Est-ce que vous avez le sentiment que votre action est efficace? En ce qui concernait hier, on était quand même 12 000 à Lyon, donc c'est quand même une grosse manifestation pour Lyon. Donc je pense que ça a quand même un impact, oui. Certes, l'impact est là, il est visible, 12 000 jeunes dans la rue, ça c'est pour le cas de Lyon, et dans la France, c'était plus que cela. Je me tourne vers Paul-Émile, vous qui êtes en sup aujourd'hui. Quel est le contenu des enseignements qu'on dispense dans votre école, en fait, pour comprendre? Les enseignements qui sont transmis à Sup Écolidaire, ils sont plutôt variés et très larges. C'est dans l'idée d'aborder, de pouvoir cerner les enjeux dans leur globalité. Pour prendre quelques exemples des cours que j'ai pu avoir depuis le début de cette année, on a eu justement de la climatologie, de la géologie, des cours de psychologie, d'économie, de géopolitique, à la fois du droit, de la communication et aussi de l'animation, de la préparation de l'animation des ateliers et de la gestion de projet. Donc c'est vraiment très varié. À la fois on essaye de saisir les grands enjeux actuels de notre société et à la fois on a des compétences plus techniques pour agir sur le terrain. Qu'est-ce que cela vous apporte en fait entre les enseignements que vous recevez d'un côté à la Sup Écolidaire et ce qu'on vit au quotidien par rapport à l'urgence climatique?
Les enseignements, moi cette école elle m'a appris aussi, notamment à faire ensemble, à faire avec les autres et à co-construire ensemble. Et sur des mouvements comme ça, quand la jeunesse se mobilise, c'est hyper important de savoir faire ensemble, parce que c'est aussi la force de ces mouvements pour le climat, c'est que en fait avec le combat écologique, on est tous concernés aujourd'hui, comme le rappelait Mathilde tout à l'heure, pas que les jeunes, pas que la jeunesse, mais aussi tous les adultes. Et en fait, la force du combat qu'on est en train de mener, c'est que il est fédérateur du fait qu'on est tous concernés. C'est la première fois que l'humanité, à ce qu'on en sait, est confrontée à cela. C'est que on est tous concernés par le dérèglement climatique et on va tous en subir les conséquences. Et du coup, cette école, elle m'a permis notamment là d'apprendre à s'organiser ensemble. On a participé à l'organisation d'une marche pour des étudiants et lycéens. C'est plein de nouveautés. Et ce qu'il faut savoir faire, c'est développer de l'écoute et de l'organisation de la planification de réunions et ce genre de choses-là. L'école a bien aidé. Et sinon, ça aide aussi pour avoir la vision globale et à cerner ce que sont les enjeux et à pouvoir affirmer ses positions par la suite. Outre la grève d'hier, par exemple, ou dans le cadre de la Supécolidaire comme école, parce que quand une structure comme la vôtre accepte de marquer une pause pour faire une grève, ça veut dire que c'est important. Il y avait les conférences et autres aujourd'hui et autres hier. Outre, par exemple, la journée d'hier, est-ce que au cours de l'année, vous avez d'autres actions de ce type-là pour sensibiliser, pour dénoncer ce que vous considérez aujourd'hui comme étant l'inaction du gouvernement pour le cadre de la Supécolidaire? Alors les étudiants en effet sont très impliqués dans différentes associations. C'est rarement collectif parce que chacun a ses préférences, que ce soit certains qui préfèrent faire des actions auprès des réfugiés, d'autres plus sur l'agriculture urbaine et différents milieux. Et sinon, parmi les choses qui ont été faites et organisées par les étudiants et notamment l'association étudiante de l'école, c'est d'organiser des disco-soupes notamment. Alors disco-soupe, ça a deux vocations. L'idée, c'est de faire les fins de marché et de récupérer les légumes gratuits qui sont jetés, parce que la nourriture, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, on a des problèmes de questions d'approvisionnement en nourriture, mais il y a un tiers de la nourriture qui est produite, qui est directement jetée à la poubelle. Et l'idée, c'est de lutter contre ça, de faire un tiers, c'est ça. Et l'idée, c'est de faire les fins de marché, en fait, et de récupérer toute cette nourriture pour, par la suite, cuisiner, alors que ce soit une soupe, des smoothies ou des choses comme ça, qu'on redistribue gratuitement sur une place par la suite, et tout ça dans une atmosphère conviviale, et on invite les gens à communiquer, et tout ça on le redistribue gratuitement, et ça permet du coup de lutter contre le gaspillage alimentaire, et aussi de recréer du lien dans les quartiers entre les personnes qui passent dans la rue. Là, vous le faites en tant que école, ou alors c'est une association qui se trouve dans votre école? Du coup, c'est l'association étudiante. C'est pas en tant qu'école. Donc l'école, elle a vocation à retransmettre des enseignements et une formation. Mais quand on est sur des sujets comme ça, avec 150 autres jeunes motivés qui ont envie de travailler pour une transition écologique vers un monde plus juste, plus équitable, plus respectueux de l'environnement, et ben quand on est 150 ensemble pendant plusieurs mois, forcément il y a des idées et des initiatives qui émergent, initiatives en tout genre, et notamment l'implication dans des mouvements comme Youth for Climate, là où les membres de l'école étaient assez présents dans l'organisation des différents temps de l'après-midi. Donc hier, à l'occasion de cet événement, nous étions donc à l'école Supécolidaire. On a pu rencontrer le monsieur Étienne Spataro, qui est le directeur de l'école Supécolidaire. Nous l'écoutons. C'est une école qui a ouvert à Lyon il y a 2 ans et qui est entièrement dédiée à l'écologie, la solidarité et la citoyenneté. C'est un cursus qui se compose de 5 années d'études post-bac qu'on peut intégrer en première année d'études, donc directement après le bac, ou en admission parallèle après 1, 2 ou 3 années d'études post-bac. Un cursus qui est entièrement dédié à l'écologie, la solidarité et la citoyenneté, c'est-à-dire tous les domaines en lien avec le développement durable, la transition écologique, tout ce qui est humanitaire, économie sociale et solidaire. On est en partenariat avec plus de 80 structures, donc des associations, des ONG, des entreprises, des collectivités, dans les domaines de l'écologie ou de la solidarité, qui interviennent auprès de nos jeunes pour animer des modules de cours, pour proposer des projets tutorés et des stages. Au niveau des débouchés, après avoir suivi la formation de l'école Supécolidaire, les diplômés peuvent intégrer notamment des associations ou des ONG, des collectivités, des institutions, des entreprises, ou travailler en tant qu'indépendants dans les domaines de la transition écologique, solidaire et citoyenne.
Quels sont les profils des étudiants que vous recevez ici? Alors les étudiants qu'on reçoit à l'école supérieure ont des profils très variés, que ce soit en admission post-bac, où ils ont passé différents types de bac, ou en admission parallèle, où ils ont pu avoir plusieurs types de cursus différents avant d'intégrer l'école supérieure. Ils se retrouvent ici parce qu'ils partagent les mêmes convictions, le fait de s'engager pour un monde meilleur, pour la transition écologique, pour la solidarité, et c'est leurs valeurs, leurs convictions qui font qu'ils se retrouvent directement après le bac ou après plusieurs années d'études à l'école supérieure pour effectuer leur cursus bac plus 5. Alors, la première crue, les premiers qui sont rentrés chez vous, ils sortent dans quelle année? En combien de temps? Alors, les premiers étudiants qui sont rentrés dans l'école supérieure auront terminé leur cursus l'année prochaine. Donc, dans 1 an, ils débuteront leur stage de fin d'études de 6 mois et après, ils seront disponibles pour un emploi ou pour partir sur des projets d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que les étudiants recherchent particulièrement quand ils rentrent chez vous? Lorsqu'ils recherchent, les étudiants, lorsqu'ils rentrent à l'école supérieure, c'est de pouvoir transformer leurs convictions, leurs valeurs en un véritable projet professionnel. Donc l'objectif d'effectuer des études à supérieure, c'est de pouvoir avoir des fortes connaissances sur les enjeux écologiques, solidaires et citoyens, sur comprendre le fonctionnement du développement durable, des économies alternatives par exemple, et donc d'allier à ces connaissances sectorielles, d'allier à ces connaissances des compétences métiers, communication, gestion de projet, entrepreneuriat, politique publique, pour devenir des véritables professionnels de niveau bac plus 5 pour pouvoir ensuite occuper des postes de niveau cadre à responsabilité sur ces domaines de la transition écologique et solidaire. En principe, quand un étudiant sort de votre parcours, quels sont les débouchés qui sont ouverts pour eux aujourd'hui? Alors les étudiants qui ont effectué leur étude à supérieure pourront travailler dans différents domaines en lien avec l'écologie, la solidarité et la citoyenneté. Ils peuvent notamment rejoindre le secteur associatif, donc des associations, des ONG, pour être par exemple coordinateur de campagne ou responsable de communication. Ils peuvent intégrer des collectivités, des mairies ou des régions pour être responsables du développement durable local ou des actions de solidarité locale dans les communes. Ils peuvent rejoindre des entreprises, des grandes structures, notamment pour être responsables du développement durable, responsables RSE, ce qui est la responsabilité sociétale. Ils peuvent rejoindre des petites structures alternatives, des entreprises qui sont labellisées de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, ils peuvent également travailler en tant qu'indépendants, en tant que consultants, formateurs, conseillers, ou en tant que créateurs, porteurs de projets lorsqu'il s'agit de démarches entrepreneuriales. Aujourd'hui, en fait, c'est la journée mondiale, en fait, de revendication sur tout ce qui est transition écologique, tout ce qui est, protection de l'environnement. Votre école semble fortement impliquée dans cette démarche-là. Alors, l'école supérieure a effectivement voulu participer à la journée mondiale pour le climat, donc ce 15 mars. Les étudiants ont organisé ce matin différents ateliers en lien avec ces problématiques et l'après-midi, l'ensemble des étudiants pourront participer à la manifestation. Pour comprendre aujourd'hui, quand on parle en fait de solidarité par rapport à l'écologie, qu'est-ce qui pousse vos étudiants à s'y engager, outre leur formation? L'écologie, la solidarité et la citoyenneté sont des domaines très liés, des enjeux qui se croisent souvent, et c'est l'intérêt d'avoir à supérieure une formation qui est entièrement dédiée à ces 3 thématiques pour avoir un aperçu global, transversal et pluridisciplinaire sur ces 3 enjeux, écologie, solidarité et citoyenneté, qui, à mon sens, constituent les défis de notre 21e siècle. Quel message envoyez-vous aux jeunes, aux étudiants qui nous écoutent ce matin, qui par exemple ne savent pas ce qui se passe ici, qui aimeraient peut-être essayer? Que leur diriez-vous? Je leur dis de pouvoir trouver un métier qui a du sens pour eux, que les jeunes puissent travailler dans un domaine qui leur plaise, qui soit en lien avec leurs convictions, leurs valeurs, et s'ils sont intéressés par l'écologie ou par la solidarité ou par la citoyenneté, qu'ils n'hésitent pas à se renseigner sur l'école supérieure qui propose des admissions post-bac ou des admissions parallèles pour un cursus de niveau bac plus 5. C'était donc Étienne Spataro, qui est le directeur de l'école Sup Eco Leader, cette école qui forme aujourd'hui des jeunes dans les nouveaux métiers de la transition écologique. Notre magazine se poursuit, nous allons prendre quelques brèves et on va retrouver nos invités de studio dans quelques instants.
Lyon donc est la 40e ville mondiale en matière de qualité des vis, la deuxième année consécutive. Donc le cabinet Mercer a livré cette année donc encore son classement des villes offrant la meilleure qualité des villes. Les premières villes françaises ne sont autres que Paris et Lyon qui se classent respectivement à la 39e et 40e place. La ville des Gaunes occupait déjà cette place l'année dernière après avoir rétrogradé en 2017. La première ville du classement n'est quant à elle plus une surprise en effet, c'est Vienne qui se place sur la première place du podium depuis 10 ans déjà. Pour les curieux, sachez que le cabinet Mercer part donc de la gestion des déchets jusqu'à la criminalité en passant par les transports en commun. Au total, 39 critères sont pris en compte pour arriver au classement final. Dans la ville de Lyon aujourd'hui, des manifs, des blocages, préparez-vous donc à un samedi, peut-être pas noir, mais assez sombre. Dès 8h, de 8h à 13h, donc les forains sont en colère et ils sont opposés à une directive européenne ouvrant à la concurrence systématique les emplacements dans les fêtes foraines solidaires. Donc de la manifestation parisienne, entre 30 et 40 camions vont arpenter plusieurs voies rapides, départ entre 8h et 9h à hauteur donc de Vénissieux sur le périphérique. De 13h à 18h, lutte contre les violences policières, des manifestants sont attendus place Guichard dans le 3e arrondissement de Lyon dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre les violences policières. Un appel donc a été lancé sur Facebook par des collectifs réclamant la vérité sur la mort de leurs proches. Et de 14h à 22h, donc acte 18 des Gilets jaunes, départ depuis la place Bellecour. À 14h, ces Gilets jaunes donc joueront les prolongations sous forme d'une nocturne à partir de 20h, place Bellecour. Et c'est à 15h la marche pour le climat. Des actions de désobéissance civile sont prévues tout au long du cortège qui partira du palais de justice dans le 5e arrondissement à 15h. Au programme également donc un pique-nique éco-citoyen avec la création de banderoles de bombes à graines et de slogans par les enfants. On retrouve donc nos invités de studio qui sont ce matin Mathilde et face à moi Paul-Émile. Bonjour, une fois de plus. Bonjour Paul-Émile. Rebonjour. Et rebonjour à Mathilde. Rebonjour. Donc, avant donc de prendre ces brèves, c'était le directeur de l'école Sup Écolidaire, qui est M. Étienne Spataro, qui parlait donc en fait de ce que propose son école, que nous avons eu l'occasion en fait de découvrir hier, à l'occasion donc de cette grande grève. Et vous nous parliez effectivement de ce que vous faites, Paul-Émile Mounier, sur tout ce qui est au cours de l'année par rapport à transition écologique et autres. Vous parliez effectivement de la récupération de ces aliments, vous parlez d'un tiers d'aliments qui finissent à la poubelle. Oui. Outre cela, quelles autres actions meniez-vous au cours de l'année par rapport à ce que vous apprenez là-bas dans votre école? À titre personnel, moi j'ai été investi depuis le début de l'année au sein des collectifs Il est encore temps ou Lyon Climat, notamment ceux qui organisent les marches comme celle de cet après-midi qui a lieu, comme vous le disiez, à 15h au Palais de Justice. Et par ailleurs aussi à des actions avec Alternatiba et ANV COP21, comme vous en parliez aussi, des actions parfois de désobéissance civile qui visent à essayer de faire bouger les lignes. Voilà, et toutes ces actions, ça prend du temps, parce que même si on est étudiant à Sup Écolidaire, au vu des circonstances au niveau du climat, c'est essentiel de s'investir aujourd'hui dans ces mouvements-là, parce que même on est même pas sûr de notre avenir au moment où on sortira de cette école Sup Écolidaire, quoi. On le comprend, ça vous c'est l'enseignement supérieur, et je me tourne vers la jeune Mathilde qui est encore plus jeune, elle est mineure. Ce genre d'action, au sein de vos familles, vous parlez de désobéissance civile, par exemple.
Qu'en disent vos parents, Mathilde? Moi, à titre personnel, mes parents me soutiennent pas mal. Ils comprennent bien les enjeux en fait et ils soutiennent, enfin ils encouragent les jeunes à aller à s'engager. Après, ça permet aussi, je pense, quand on s'engage en tant que jeune, de faire réfléchir nos propres parents aussi. Si on s'est engagé hier, par exemple, j'étais avec mes 2 autres sœurs, forcément ça pose des questions. Pourquoi nos enfants ont décidé de s'engager et pourquoi nous, par exemple, on ne s'est pas engagé, par exemple. Outre la sphère familiale, dans le cadre de Mathilde et de Paul-Émile, autour de vous, comment cela est vu? Est-ce que cela suscite une certaine émulation ou alors on s'inquiète de voir des jeunes qui s'engagent déjà dans la rue comme cela? Mathilde? Moi, j'ai réussi à convaincre beaucoup de mes amis à venir hier qui n'étaient pas forcément engagés à la base, donc ça, c'était une belle réussite. Mais alors, au lycée, au sein du lycée, par rapport aux profs, il y en a certains qui sont d'accord et qui nous encouragent pas, mais qui tolèrent en fait. Tandis qu'il y en a d'autres forcément qui acceptent pas de voir des gens sécher. Mais oui, on peut réussir à créer un mouvement autour de nous, même au sein du lycée. Justement, si je veux en venir, parce que la vocation première d'un élève, c'est d'étudier ses leçons, ou d'un étudiant. Quand un élève commence à sécher les cours, ça commence à être un peu, c'est préoccupant. Qu'en disent les enseignants, par exemple? Certains soutiennent justement. Moi, j'ai été en contact avec plusieurs enseignants qui ont accepté de porter les bandeaux verts qui hier étaient le signe de soutien en fait à notre mouvement. Il y en a d'autres qui n'acceptent pas au vu de leur rôle en fait d'enseignant, qui n'est pas d'encourager à sécher les cours forcément. Je rappelle à ceux et celles qui prennent le train en marche que maintenant nous recevons une jeune équipe de jeunes de Youth for Climate, c'est ça? Donc les jeunes qui sont engagés donc dans une organisation de jeunes, un collectif de citoyens international qui aujourd'hui tire la sonnette d'alarme sur l'urgence climatique et surtout sur l'inaction du gouvernement. Notre magazine tire inexorablement vers la fin et je me tourne vers nos invités. La question c'est de savoir aujourd'hui, pour ces jeunes qui vous écoutent, quel message vous leur envoyez-vous? Que devraient-ils faire eux aussi? Ceux qui ne sont pas encore engagés. Paul Meunier. Dans un premier temps, moi je les invite à nous rejoindre. Cette mobilisation, elle a vocation à continuer dans le temps, parce que c'est pas en sortant une fois dans la rue que le dérèglement climatique il va s'arrêter là. Ça s'arrête pas aujourd'hui en fait, parce qu'on a marché hier. Et là, moi j'invite chacun, ceux qui sont pas encore impliqués, à nous rejoindre, et à ceux qui eux sont déjà impliqués, à aller encore plus loin dans leur engagement, parce que là vraiment, si on n'agit pas maintenant tout de suite, on va en payer le prix bien plus tard, et aller titiller les élus si nécessaire, à se réunir, à commencer à créer, à construire d'autres modèles plus locaux, et à commencer à s'intéresser à comment on peut planter comment on fait pousser ses propres légumes, à développer des savoir-faire manuels dont on risque très fortement d'avoir besoin dans les années qui viennent. Donc à se préparer un petit peu à changer de modèle, parce que ce modèle-là, il nous emmène droit dans le mur. Mathilde, oui. Que diriez-vous à ces jeunes qui vous écoutent ce matin, qui ne sont pas encore engagés et qui peut-être voient mal le fait que leurs camarades, au lieu d'étudier leurs leçons, vont dans la rue, qui sèchent les cours? Moi je leur dirais un peu la même chose, de venir, de s'intéresser au moins au sujet, s'ils veulent pas s'engager directement, au moins de s'intéresser, de se renseigner sur les impacts en fait du réchauffement climatique, parce que je pense qu'au final ils se rendront compte que c'est pas un mouvement, c'est un mouvement qui va aller sur la durée en fait. Donc ouais, ils peuvent s'engager, ils peuvent aussi faire des actions au quotidien, même si ça suffira pas. Ils peuvent faire les deux, en fait. Justement, action au quotidien. Paul-Émile Mounier nous a dit ce qu'ils font dans le temps, au cours de l'année, par rapport à cette urgence climatique. Vous, dans votre cas, que faites-vous habituellement, outre en fait sécher les cours? Moi, à titre personnel, je suis végétarienne depuis 2 ans maintenant, depuis que j'ai un peu pris conscience justement de cette urgence. Il faut savoir qu'être végétarien, c'est pour repréciser, c'est juste ne pas manger de viande et de poisson. Hein, c'est pas la même chose que vegan. Ah, vous privez de viande et de poisson? Oui. Ah ouais, vous mangez plus les bons steaks et autres là. Exactement. Et en fait c'est un choix. C'est un choix vraiment, parce que je pense que c'est un vrai impact d'être végétarien, si je peux juste donner un chiffre. Et c'est quoi l'impact en fait? En fait, tous les élevages et toute l'agriculture pour l'élevage, ça représente 14,5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial.
Donc c'est quand même beaucoup. À titre de comparaison, c'est autant que la filière des transports en fait. Vous voyez, c'est intéressant d'entendre une jeune comme vous qui rentre dans ce terrain. Quand on parle des gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre, qu'est-ce que c'est? C'est donc les émissions de CO2 qui sont produites par l'activité humaine. Poursuivez. Et donc ces émissions de CO2, c'est ce qui va en fait augmenter la température de la Terre par l'effet de serre justement qui a un effet. Donc, vous êtes devenue végétarienne et quoi d'autre outre en dehors de cela? Que faites-vous d'autre en fait dans le temps? Question de voir de manière pratique et concrète ce qui peut se faire pour préserver effectivement notre environnement. J'essaye le plus possible de faire attention à ma consommation, que ce soit par l'alimentation, donc en achetant bio, en achetant local, enfin ça c'est connu, hein, mais donc bio, local, non industriel le plus possible, en essayant d'acheter le moins possible de plastique, donc voilà. Du coup, faut un peu éviter les supermarchés, c'est sûr. Hein. Et pareil au niveau... Vous envoyez... Là, on jette la pierre aux grandes surfaces. C'est là qu'il y a le plus de plastique. Après, d'accord. Des fois, c'est un peu indispensable pour certaines Poursuivez. choses. Après aussi, au niveau des textiles, voilà, au niveau des habits, j'achète pas énormément d'habits. En fait, j'essaie de faire avec ce que j'ai, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 t-shirts par mois, d'acheter 10 t-shirts par mois, en fait. Voilà. C'est pas simple pour une jeune de votre âge. Rappelons donc que Mathilde, la jeune Mathilde est lycéenne, elle n'a que 16 ans et elle est engagée donc dans ce combat. Leur structure s'appelle Youth for Climate. Ils sont un mouvement de jeunes citoyens sur le plan international aujourd'hui qui sensibilisent, qui informent et qui dénoncent effectivement l'inaction du gouvernement et on a même dit des gouvernements sur toute cette inquiétude qui monte. On va prendre rapidement quelques brèves et on retrouve nos invités de studio dans quelques secondes. Nous allons donc à la Croix-Rousse, des jeunes migrants du squat de la Croix-Rousse, donc qui sont choisis d'établir donc leur domicile là-bas. Il n'y a toujours pas d'eau chaude dans le squat surpeuplé de l'ex-collège Maurice Sèvres, mais les conditions de vie sont devenues plus convenables, pas une raison. Donc, selon le collectif de soutien aux jeunes migrants, pour que cela serve de caution à la métropole, l'ancien CDI donc du collège Maurice Sèvres est désormais transformé en salle de réunion. C'est là qu'au quotidien, donc, on se réunit pour faire le point sur tout ce qui touche de près ou de loin la vie au sein de ce squat de la Croix-Rousse depuis septembre dernier. Donc, plus de 200 jeunes migrants se sont installés. Rapidement dans ce fait divers avant de vous quitter, donc un homme s'échappe de prison avant d'être arrêté à la Croix-Rousse et le fugitif était recherché depuis près de 2 mois mardi dernier. Donc un homme intercepté dans les pentes de la Croix-Rousse, l'individu était condamné à 2 ans de prison pour vol aggravé. Mi-janvier, après une permission de sortie, il n'avait pas regagné sa cellule après donc près de 2 mois de cavale. Il a donc été aperçu rue Pierre Plancheté. Après avoir fui à la vue des policiers, une longue course-poursuite donc est engagée entre le fugitif et la police. Il est donc finalement arrêté, place Louis Cazet. On arrive donc inexorablement au thème de ce magazine, le temps pour nous donc de remercier nos invités qui ont accepté de se déplacer un samedi matin. C'est pas toujours évident d'être là. Donc merci beaucoup à Mathilde qui est venue dans notre studio. Âgée seulement de 16 ans, jeune lycéenne, engagée dans le mouvement Youth for Climate. Merci à vous. Merci à vous. Merci également à Paul-Émile Meunier, qui lui est étudiant à la Sup Écolidaire. Merci d'être venu dans ce studio. Avec plaisir. On espère vous retrouver prochainement pour nous parler de votre engagement et sur la transition écologique et également sur l'urgence climatique. Excellente journée donc à vous, amis auditeurs. On se retrouve samedi prochain pour une autre édition de 7 jours à Lyon. C'était 7 jours à Lyon.
bonne semaine avec Radio Pluriel.